Ce n'est pas une exagération lorsque les gens vous disent que c'est le meilleur épisode de la série. House of the Dragon saison 2 épisode 4. Comme d'habitude pour ce genre de vidéo, il n'y aura que des spoilers, donc si vous n'avez pas vu l'épisode 4, allez le voir et revenez juste après car on va vraiment spoiler, donc attention. Mais avant d'en parler, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est surtout un service utile. Vraiment, vous changez de pays facilement, États-Unis, Canada, Belgique, Suisse, n'importe quel pays de l'Union européenne avec un VPN et vous doublez votre catalogue streaming. Vous avez même la VOSTFR et la VF dans beaucoup de pays européens. Vous cherchez un film sur internet, vous tapez le nom du film et où regarder et vous pouvez trouver le pays en question assez facilement sur plein de sites. Quelques exemples, si vous voulez vous marrer, vous avez par exemple Madame Web qui est disponible sur Netflix, il y a l'exceptionnel Godzilla Minus One aussi qui mérite le détour et surtout l'une des meilleures séries d'animation, Scavengers Reign. Côté Disney+, vous avez le film très sous-coté qui est sorti cette année sans jamais nous connaître et sur Max, eh bien c'est la folie, vous avez Iron Claw trop sous-coté aussi, Godzilla X Kong et surtout Dune 2. Vous pouvez aussi avoir YouTube Premium, donc écouter vos vidéos préférées en mettant votre téléphone dans la poche, sans publicité, et même télécharger certains épisodes. Pour faire simple, aujourd'hui, vous prenez un pays de l'Union européenne comme la Roumanie, la Bulgarie, où c'est beaucoup moins cher, vous vous abonnez via ce pays-là, et ça change clairement la vie. Vous serez bien plus en sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'aéroport, de l'hôtel, ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, et c'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est super simple d'utilisation, tout le monde peut le faire sans aucun problème en quelques clics. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description en encadré épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Cet épisode est réalisé par Alan Taylor. Alan Taylor, un vétéran de Game of Thrones et de House of the Dragon évidemment. Il est connu pour ses séquences d'action généralement. Et lorsque tu vois son nom à l'écran, tu dis ok, il y aura pas mal de choses intéressantes. Mais juste pour revenir sur une chose concernant le dernier épisode, c'est bel et bien les œufs de Daenerys qu'on voit là. Il y avait un petit doute la dernière fois, mais ça a été confirmé par les créateurs et du coup forcément sous-entendu dans l'œuvre. C'est bel et bien les œufs qu'on voit donc dans Game of Thrones. Et j'aimerais aussi revenir sur Alicent et je vais commencer par elle aujourd'hui parce qu'il y a plein de gens qui la détestent encore plus depuis la semaine dernière. Et je comprends pas vraiment. En fait, oui, elle a toujours eu envie de mettre son fils sur le trône, très bien, mais elle est aussi victime de ce quiproquo au final. Et maintenant, elle peut pas juste aller voir n'importe qui en disant « Ah non, mon fils est illégitime ». C'est bon, les choses sont faites, ça a été décidé, c'est fait, c'est trop tard. Peu importe si elle connaît la vérité maintenant, c'est fait. C'est fini. Elle ne peut pas changer les choses avec cette excuse-là. Ah mince, je me suis trompé il y a quelques années. Non, c'est pas possible. D'ailleurs, on nous fait un rappel sur la temporalité pour nous dire que les événements de cette saison 2 se passent sur quelques semaines grand maximum. Donc là, elle peut plus rien faire, mais elle n'y croit plus non plus. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire elle fait tomber cette statue de dragon au tout début. C'est le symbole du fait qu'elle ne croit plus en cet héritage. Mais c'est surtout qu'elle commence à faire des recherches. C'est pour ça qu'elle demande plein de bouquins et tout à tout le monde. Elle s'intéresse à l'histoire pour justement trouver une source à ce fameux Song of Ice and Fire. C'est ça qui est intéressant par rapport à elle. C'est aussi pour ça qu'elle rejette Aegon, qui lui parle mal. C'est l'une des premières fois dans la série qu'elle lui parle vraiment très mal. Elle assume aussi son avortement. D'ailleurs, Larys le remarque. Et Larys aussi, il se pose des questions. Pourquoi est-ce que cette femme s'intéresse à l'histoire? Et il comprend qu'il n'est pas là au courant de quelque chose. Il voit clairement le doute et ça va jouer en sa faveur. Parce qu'il a toujours été un petit peu jaloux du fait de ne plus être dans la vie d'Alicent. Donc là, le fait qu'il sache qu'elle a avorté et de qui, en plus de ses doutes, sera une arme vraiment utile pour lui. Mais du coup, Alicent, là, elle a perdu toute confiance en cette royauté. Elle va même se plaindre que Otto était exilé et des choses comme ça. Bref, elle en a un peu sa claque. Mais elle ne peut rien faire. C'est là qu'arrive Daemon, qui est dans ce château vide, voilà, qui est filmé d'une manière assez magique, disons, et énigmatique même, avec beaucoup de flou, beaucoup de personnages qui se baladent rapidement dans le cadre. Il est loin de tout, il s'isole, mais en même temps, il est là pour prouver son importance. Il est prêt à tout, hein. Il dit à un Tully de tuer son grand-père pour enfin prendre le pouvoir et rejoindre sa cause. Mais surtout, il est hanté par le château, et j'aime beaucoup le côté mystique qu'ils ont donné au château. Premièrement, il y a cette femme, Alice, qui est là, c'est clairement une sorcière, ou en tout cas, on a cette impression là. Elle joue avec un peu des potions magiques. Elle parle justement de cet endroit qui a hanté plein de personnes, dont les gens qui dormaient sur ce lit par exemple. Elle se moque clairement de lui un petit peu, mais elle fait appel à son mysticisme pour lui faire une sorte de breuvage magique qui fait une transition assez réussie d'un démon qui n'arrive pas à dormir à un démon qui n'arrive plus à rester réveillé, entre guillemets, qui perd un petit peu le contrôle entre la réalité, le sommeil et le rêve. Il est certes hanté par le château, mais il est surtout hanté par lui-même. C'est pour ça qu'on revoit Rhaenyra jeune, qui le décapite pour justement essayer de se libérer de ça, mais il a encore du sang sur les mains, et il se voit en Aemond, elle
parallèle entre les deux est de plus en plus pertinent dans cet épisode. Aemond, c'est une sorte de version de Daemon qui a presque réussi à prendre le pouvoir. On en parle après. Il voit aussi sa femme, donc on imagine qu'il a aussi beaucoup de regrets par rapport à elle. J'aime beaucoup ces séquences avec lui parce qu'il perd clairement la tête, tu vois qu'il va être prisonnier de cet endroit et il commence enfin à être rongé par ses regrets et ça m'étonnerait pas du tout de revoir l'acteur Paddy Considine qui jouait Viserys dans un prochain épisode pour le tourmenter un petit peu. Vu à quel point il était excellent, ça me dérangerait pas du tout. Mais c'est là qu'Aegon est intéressant parce que lui, il veut reprendre Harrenhal. Il dit ok, il nous faut cet endroit-là, mais tout le monde lui dit non mais arrête tes conneries, cet endroit il sert à rien, c'est certes une forteresse, mais elle est en ruine, on a leur argent en plus, laisse tomber Harrenhal, concentre-toi ici. Et là, Aegon, il commence à se sentir de plus en plus manipulé. On apprend que l'armée de Cole grandit, que lui, il est même pas au courant de ce qui se passe. Il est même pas au courant des plans, il est même pas au courant des directions que va prendre l'armée, il décide de rien. Donc il se sent clairement inutile, surtout que Cole ne communique qu'avec Aemond, et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'Aemond veut clairement prendre le pouvoir parce qu'il se sent bien plus compétent que son frère, bien plus stratège, bien plus puissant, bien plus fort, ce que vous voulez. Là où Aegon se sent trahi, Aemond en profite clairement pour l'humilier devant tout le monde en parlant valérien. Ou valérien en français, je sais pas exactement, mais on voit très bien que Aemond parle bien, mais lui, non. Aegon a du mal avec la langue, on l'a vu dans la saison 1, hein. Il n'était pas très concentré lors de ses cours, et c'est le symbole du fait que les gens manigancent dans son dos. C'est que même si on lui disait les choses en face, il serait pas capable de les comprendre, parce qu'il comprend même pas la langue. C'est ça un peu le symbole. On pourrait très bien donner l'argument que si Aemond avait dit à Aegon c'était quoi leur plan, Aegon aurait pu le respecter, mais Aemond veut pas ça. Aemond veut humilier Aegon, et il veut ou prendre sa place, ou tout simplement se prouver encore plus. C'est un peu l'histoire avec Daemon, c'est-à-dire que Daemon, lui, on l'a toujours dit qu'il allait tuer son frère pour prendre sa place, et là c'est ce qui se passe entre guillemets avec Aemond. Il est capable, lui, de tuer son frère pour prendre sa place. Après cette humiliation publique, hein, clairement, Aegon, il est énervé, il est encore chagriné par ce qui s'est passé récemment, il a quand même perdu un enfant, il joue avec cette balle, mais il n'arrive pas à la centrer, ça montre vraiment son instabilité. On lui a clairement dit qu'il n'était pas au niveau, qu'il faisait pas son rôle de roi, qu'il méritait pas le poste, on voit que sa garde royale n'est pas compétente non plus, elle est de plus en plus bête. Il est impuissant et même remis à sa place par sa mère, ce qui n'est jamais arrivé jusque-là. Bon, en tout cas, je me rappelle plus trop. Mais il me semble que c'est la première fois que sa mère lui dit que tu n'es qu'un pantin et tu n'es personne. Et forcément, là, en termes d'ego, en termes de confiance en lui, en termes de tout, en fait, tout simplement, il le prend super mal, il décide de boire et d'aller à la guerre pour affirmer son importance. Mais ça, on va en parler après. Parce qu'il est un petit peu comme Cole, qui veut s'assumer de plus en plus comme quelqu'un qui mérite ce poste, qui est compétent, et tout le monde lui dit qu'il est incompétent, tout le monde lui dit qu'il a des plans assez foireux, et le seul moyen de rallier des gens à sa cause, c'est de les tuer ou de leur faire peur. Il veut se prouver, même si son leadership est constamment mis en question. Et c'est là que Rhaenyra est intéressante, justement, c'est qu'elle, elle n'a pas été présente pour être une leader pendant un moment. Son leadership manquait tellement que sa table était presque en train de se rebeller, il fallait un peu calmer le jeu. Elle se fait même tacler par son fils qui s'impose de plus en plus, mais elle assume ici qu'il faut faire preuve de force, qu'elle a essayé la paix, mais que c'est fini. Maintenant, c'est la guerre et il faut se lancer dans cette guerre. Mais pour sa conscience et l'histoire de sa famille, elle devait essayer une dernière fois. Elle assume qu'il n'y a pas d'autre choix que la guerre, et à cette séquence en montage où tu vois plusieurs personnages en musique, ces tambours qui créent vraiment de la tension. Ça crée du stress, mais surtout de l'anticipation parce que tu as envie de voir cette première bataille qui, tu sais, vu que tu es dans ce dragon, va mal tourner. C'est là qu'elle accepte enfin la lignée et du fait qu'elle est prête à parler à son fils de Song of Ice and Fire, et c'est là que ça va être intéressant. Elle sait que sa vie est en danger là, et justement cette parole doit se propager. C'est son héritage familial avant tout. C'est vrai qu'on a une quarantaine de minutes qui nous prépare à une bataille assez impressionnante, hein. Vraiment, je pense que c'est la plus grande bataille de dragons qu'on ait vue dans une œuvre, hein, simplement. Entre dragons, je parle, je pense pas que j'ai vu quelque chose d'aussi bien fait, que ce soit en termes de mise en scène, d'enjeux, ou tout simplement même d'effets spéciaux aussi, hein. Et ça, c'est encore plus choquant parce que c'est une série télé, ne l'oubliez pas, c'est pas un film. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez mieux comme bataille d'ailleurs, mais je vais vous expliquer pourquoi je trouve que c'est une bataille incroyable. Premièrement, on est du côté de Aegon, qui est bourré sur Sunfire, t'as même ce plan en POV qui montre qu'il est un petit peu bourré, qu'il a du mal à contrôler un peu son dragon, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que Sunfire vient un peu comme un petit chien, même si là c'est un gros chien qui crache du feu, pour le câliner, tout simplement. Tu vois qu'il y a un vrai lien entre Aegon et Sunfire, et c'est plus qu'une arme. De même pour Méliès et Rhaenys, tu vois que ce sont presque des amis. Il y a un lien entre ce pilote et ce dragon. Chose qu'il n'y a pas avec Vhagar, justement. Vhagar est juste une arme qu'il utilise avant tout. Tu vois pas du tout le lien. On a donc trois personnages aux personnalités vraiment différentes, aux enjeux complètement différents, qui arrivent avec trois dragons, tous au même endroit, à une sorte de petit château, et ce choix-là est génial. Pourquoi? Parce qu'on a un château là qui est petit, donc qui prend pas beaucoup de place visuellement. On a cette petite plaine autour, la forêt qui entoure tout, un peu plus loin, et une sorte de mer ou lac. Je sais plus c'est quoi exactement, mais peu importe. En plus, ça se passe de jour, donc c'est très facile pour le spectateur de s'y retrouver. Mis à part les dragons, il y a quoi? Il y a un château,
château et une armée en face. Très simple de se repérer et les deux armées qui vont se faire du mal au milieu avec ce château qui est assiégé. Donc en vrai, c'est extrêmement simple à comprendre. Visuellement, on comprend facilement parce qu'il y a des plans de haut, des plans de différents points de vue, que ce soit des militaires qui sont attaqués, que ce soit du château qui se fait assiéger et qui attaque, que ce soit de Cole qui est derrière. On se retrouve tellement facilement et c'est ça la grande force de cette bataille. Tu te repères super bien grâce à ces différents points de vue. Leur emplacement est clair et au fait, tout est très clair. Ils ont mis les moyens dans l'armée qui se fait décimer et par les flammes et par le château. Parce que oui, des soldats se font sacrifier, c'est juste un moyen de détourner l'attention en attendant qu'un dragon arrive et que Veigar sorte. Et évidemment, tout change lorsque le premier combat des dragons commence entre Meleys et Sunfire. Et encore une fois, ce qui est bien, c'est qu'on prend un point de vue très humain. Parfois, on voit les dragons du sol, donc on les voit tout petits au loin. Parfois, il y a une caméra qui est beaucoup plus proche d'eux, qui est une caméra entre guillemets virtuelle. C'est pas un plan qui existe, mais ça marche bien parce que ça permet de comprendre un peu les attaques qui sont faites entre les dragons. Parfois, on a ces plans en POV qui nous mettent à la place ou du pilote ou du dragon pour comprendre déjà l'intensité de la bataille au corps à corps ou les flammes qui viennent sur eux. Mais surtout, ça montre la grande taille de ces dragons proportionnellement entre eux quant à ces plans de près. C'est pour ça que ce qu'on met bien, c'est qu'il est bien mis en scène et il y a un jeu émotionnel. Le fait que Aegon arrive et fasse foirer le plan, ça crée un stress pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'en vrai, Aegon, je sais pas si vous avez envie qu'il meure, mais moi, j'aime bien la dynamique qu'il propose dans la série, donc j'ai pas envie qu'il meure. De l'autre côté, t'as Meleys qui cette fois-ci face à deux dragons. Déjà que Veigar c'était compliqué, là elle devrait faire face à deux dragons. Ensuite, la manière dont Veigar sort de la forêt avec ses grandes ailes plus grandes que des arbres, la manière dont on prend le point de vue des humains du château pour nous faire flipper de la taille de ce dragon, ça crée encore plus de stress, justement quand tu comprends que Veigar il s'en fout de qui tu es, il veut tuer les deux. On a là 3 armes nucléaires et des humains qui sont là pour se faire massacrer sans raison. Il y a une raison, mais c'est un sacrifice dont ils n'étaient pas conscients. C'est justement cette intensité de mise en scène, avec des plans en POV avec l'aile par exemple qui cache un dragon qui arrive, qui crée du stress et qui montre le point de vue de ces pilotes qui ont du mal à se repérer parfois aussi. Et justement avec les différents mouvements qu'ils font, les pilotes sur leur dragon et la manière dont la caméra les suit, te permet de comprendre exactement où ils sont. En plus, tu as plein de plans quand ils sont au-dessus des forêts, lorsqu'ils tombent dans la forêt, bref, t'es jamais perdu. C'est immersif, compréhensible et intense. Et t'as cet enjeu émotionnel fort et stressant. Sans même encore une fois parler de l'armée, des figurants, des costumes, des effets spéciaux. Ça, vous l'avez compris. Tu comprends tout, tu flippes, c'est parfait. Et justement, la conclusion est géniale. Aemond qui est prêt à tuer son frère avec du friendly fire, sans mauvais jeu de mots, hein, voilà, c'est un terme de jeu vidéo, mais là, dans ce cas-là, il y a vraiment du feu, donc vous comprenez. Tir allié, si vous préférez, il s'en fiche clairement et Aegon le réalise. Aegon et Sunfire, qui sont déjà blessés par Meleys, réalisent que là, leur frère va pas les sauver et s'échouent dans la forêt. Donc là, il reste plus qu'un combat entre Meleys et Veigar et on sait que Veigar va gagner. Veigar, c'est le plus grand et surtout que Rhaenys, elle est partie pour mourir. Et ça, on le savait durant cet épisode. J'en parle dans quelques secondes. Donc, elle va essayer de se sacrifier, en tout cas en faisant le plus de dégâts possible à Veigar. C'est tout ce qu'elle peut faire et elle le sait. Donc, c'est là que c'est intéressant. T'as un homme qui a été trahi et t'as surtout une femme qui sacrifie, qui échange un dernier regard avec son dragon, Meleys, une sorte de regard d'amour entre les deux qui est assez beau, je trouve. Et lorsque tu comprends que c'est pas des armes, mais une vraie relation qui est établie ici, la mort est encore plus tragique et émouvante. Je trouve la mort de Rhaenys vraiment réussie et elle va toucher beaucoup de personnes. Vraiment, là, on a enfin vu la danse des dragons. En plus, visuellement, avec ces dragons qui se battent, on dirait une danse avec le feu, les griffes et tout. Visuellement, c'était super. Mais c'est là aussi que Cole voit un peu la dévastation de ce qu'il a créé. Je pense que Cole n'était pas prêt à voir tous les dégâts que des dragons feraient. Tous ces soldats ont été littéralement carbonisés. Et je me demande vraiment si ça va le traumatiser par la suite, parce qu'il voit un champ de bataille complètement détruit. D'ailleurs, les visuels sont géniaux, encore une fois. Hein. Quand Game of Thrones et House of Dragon filment les trucs de jour, ils prouvent encore une fois qu'ils peuvent très bien le faire. Mais il court voir son roi, et c'est là que c'est intéressant. Plein de gens vont se dire, ok, Aegon est mort, on va passer à autre chose, mais visiblement, si vous regardez bien la scène, Aegon n'est pas mort. Pourquoi? Premièrement, Sunfire respire, on l'entend. S'il était mort, on n'aurait pas mis Sunfire qui respire. Et deuxièmement, Sunfire entrelace Aegon. Donc le dragon est très conscient qu'il doit protéger son pilote. Et vu que Sunfire protège Aegon, on comprend qu'il n'est pas mort. Sinon, elle n'aurait aucune raison de le protéger. Mais la chose la plus intéressante dans cette scène, je pense vraiment que c'est Aemond qui est prêt à aller tuer Aegon. On le voit, mais il se fait interpeller par Cole et il fait semblant de juste remettre son épée à sa place alors qu'il était parti déterminé pour tuer Aegon. Encore une fois, le parallèle avec Daemon, il est là. Il était prêt à tuer son frère. Aemond, d'ailleurs, qui ressemble beaucoup à Geralt à ce moment-là, il aurait pu faire un bon Geralt. Hein. Donc c'est évident que les deux sont blessés mais vivants. Et surtout, je vais pas vous spoiler, mais si vous vous rappelez de Game of Thrones, il y a une phrase de Geoffrey qui résume exactement comment finir House of Dragon. Je vais pas vous la dire ici pour ceux qui se rappellent pas, mais du coup ça prouve encore une fois qu'Aegon n'est pas décédé. Mais alors pourquoi Rhaenys, qui a une mort assez triste ici encore une fois, s'est suicidée, en tout cas s'est sacrifiée si on préfère plutôt ce terme. C'est un sacrifice utile, clairement. Elle a fait le plus de dégâts possible et c'était le but. Elle savait que la guerre allait arriver. Je pense qu'elle a toujours été prête à mourir pour Rhaenyra et ce camp-là, donc elle était prête à mourir depuis le début. Elle sait qu'elle se fait tuer par le dragon de ses enfants, parce que c'était ça à la base, hein, Veigar. Elle défend la cause, mais aussi un attachement émotionnel à ce dragon, mais surtout,
Elle a compris que son homme, qu'elle aime tant et auquel elle était fidèle, avait une famille cachée depuis très longtemps. Et ça, je pense que c'est ce qui l'a brisé plus que tout. Oui, c'était un super épisode, vraiment impressionné par la mise en scène, par les enjeux émotionnels, c'était génial. Je pense vraiment que ça va rejoindre le panthéon des meilleurs épisodes de l'univers Game of Thrones. Donc j'ai adoré, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, j'ai envie d'avoir votre avis. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.